Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin avec Raphaël Legendre. Notre invité, c'est Christiane Lambert. Bonjour. Bonjour Christiane Lambert. De la Fédération des entreprises de charcuterie traiteurs. On vous suit bien sûr depuis des années quand vous étiez à la FNSEA, quand vous étiez au COPA. Vous suivez ces questions agricoles de très très près. Une fédération qui a 100 ans, la Fédération des entreprises de charcuterie traiteurs et des charcutiers, des traiteurs, tout un écosystème qui se porte mal. À quel point aujourd'hui, dans la filière par exemple du porc, on a des difficultés ? Alors la Fédération des industriels de charcuterie traiteurs, c'est 450 entreprises en France, 300 sont adhérentes chez nous, c'est 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 32 000 salariés et c'est surtout une implication très importante dans les territoires avec des traditions, beaucoup d'entreprises familiales, 96% de TPE, des très petites entreprises qui se battent. Et quelles sont leurs difficultés aujourd'hui ? Eh bien c'est le fait d'avoir des charges qui ont augmenté beaucoup, l'énergie, comme tout un chacun, comme nous tous, c'est aussi la main-d'œuvre avec plus 13% sur les coûts salariaux, une difficulté de recruter aussi. Et puis c'est aussi une conjoncture porcine. Le prix du porc a été élevé pour les producteurs, tant mieux. Ça va permettre de garder des producteurs et du sourcing français parce que beaucoup se battent pour garder justement la transformation des porcs en France. 75% des porcs sont transformés en charcuterie. Donc nous sommes un secteur extrêmement important. Moi j'ai toujours eu un raisonnement filière, c'est-à-dire du producteur à l'industriel, au distributeur. Et la difficulté des industriels, pourquoi se portent-ils mal pour 30% d'entre eux qui sont dans le rouge, parce que nous n'avons pas réussi à répercuter les hausses d'énergie, de salaire, de matières premières jusqu'au prix consommateur. Et on a réalisé une étude avec la Banque de France, on a financé une étude qu'a réalisée la Banque de France auprès de plus de 3000 industries, et qui dit quoi ? Qui dit que 30% des industriels aujourd'hui sont dans le rouge. Moins 65% de marge nette en 2 ans, moins 50% de trésorerie sur 1 an, et moins 32% d'investissement, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas investir faute de rentabilité, et ça pénalise aussi l'avenir. Et donc Christiane Lambert, ceux que vous avez dans votre viseur, ce sont les distributeurs. L'Observatoire de la formation des prix et des marges montre que la marge nette générée par le rayon charcuterie au sein des super et des hyper est passée de 400 millions en 2020 à près de 600 millions d'euros en 2022. Le rayon charcuterie, c'est le rayon le plus rémunérateur pour les distributeurs. Et c'est là que vous dites, vous ne vous y retrouvez pas ? C'est ça. Alors c'est effectivement l'Observatoire qui le dit, donc c'est pas seulement nous, donc c'est fiable. Le rayon ça a un coup de pression avant le début des négociations commerciales ? Oui, non, mais c'est une réalité surtout pour dire attention, il y a un risque. Vous savez, aujourd'hui il y a plein d'annonces de faillite et de plans sociaux. Nous ne voudrions pas dans notre secteur connaître aussi cela. Ce sont des entreprises familiales. 2 chiffres pour dire que la charcuterie c'est vraiment la vache à lait des distributeurs. Les marges nettes avant impôt sont de 8,2% sur le rayon charcutier traiteur, alors que c'est seulement 1,4% sur l'ensemble des magasins, la marge nette avant impôt. Donc notre rayon... C'est un rayon sur lequel on fait de la marge, clairement. C'est un rayon sur lequel la distribution fait de la marge. Alors c'est facile, tout arrive en barquette, en cartonnette, hop, c'est posé en rayon, il y a assez peu de frais de mise en rayon. Et un industriel me disait lors du SIAL, le salon de l'alimentation, que la barquette de 2 tranches de jambon qui part de chez lui à un prix X se retrouve 65% plus cher le lendemain matin dans le rayon. Comment expliquer cela ? Le consommateur, il suit, lui, sur la hausse des prix. Ce sont des rayons qui sont toujours, qui fonctionnent bien. Par bonheur, nous avons des consommateurs fidèles. Les Français aiment la charcuterie. Nous avons fait un sondage notamment auprès des jeunes, les 18-30 ans, qui sont les clients de demain aussi. Ils plébiscitent le plaisir, la convivialité et la praticité. Et j'ajoute l'accessibilité. Et donc il n'y a pas de baisse de la consommation de charcuterie. Il y a eu cette année, avec l'été pourri et pluvieux, la baisse d'un certain nombre de produits, grillades notamment, qui sont le plus souvent des produits de porc. Mais nous avons réussi à maintenir sur les ingrédients, par exemple les lardons et autres produits d'aide culinaire, nous sommes à plus 2%, dans un contexte où il y a quand même beaucoup de gens qui disent qu'il faut manger moins de ci, moins de ça. Donc l'imagination, l'innovation produit, le conditionnement, la promotion font que les Français sont attachés. Les planches apéritives, avec le Covid, elles se sont multipliées. Rappelez-vous, sur les terrasses des bars, c'était ce qui était plébiscité. Donc nous sommes
sommes attachés à travailler beaucoup pour répondre à ces attentes consommateurs. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? On veut continuer à manger des produits de charcuterie traiteurs, de la viande, mais on veut moins de nitrites, moins d'additifs, etc. Et les fabricants ont répondu. En France, nous sommes maillot jaune de la réduction des nitrites. Alors je sais que ça a été un débat au moment du PLF-PLFSS, avec certains qui ont attaqué ce sujet. Les industriels ont réduit depuis 2016 de 40% les nitrites dans la charcuterie. Et aujourd'hui, la France se distingue, maillot jaune. Nous sommes à 40% en dessous des normes actuelles et déjà à moins 20% par rapport aux normes qui vont rentrer en vigueur l'année prochaine. Donc on est en réponse à attente consommateur tout en préservant la sécurité sanitaire qui est quelque chose. Alors justement, c'est un sujet clé au sein du Mercosur. Le Mercosur, il sera voté aujourd'hui au Parlement. Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense puisque tout le monde est contre. Est-ce que vous aussi, vous êtes contre ce traité de libre-échange? Tel qu'il est fait aujourd'hui, pensé en 1999, rendez-vous compte, ça fait 26 ans, il ne correspond plus à l'actualité. Entre-temps, il y a eu l'accord de Paris, l'engagement de tous les pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport au changement climatique. Il y a eu aussi la crise Covid avec des obligations sanitaires crescendo. Or, tous les jours prouvent que les pays d'Amérique du Sud ne sont pas en capacité de prouver leurs conditions de production. Ils n'ont pas les mêmes conditions de production que nous, mais on ne peut pas détecter à l'arrivée quelles ont été leurs pratiques. Donc, pour les producteurs européens qui verraient arriver ces viandes, ce sucre, cet éthanol, etc., produits dans des conditions différentes, en concurrence déloyale, mais c'est aussi une tromperie pour les consommateurs. Ce que j'ai dit pour l'expression des consommateurs, ce qu'ils attendent de leur alimentation, c'est pas la fabrication made in Mercosur telle qu'on la voit aujourd'hui. Donc, au moment où l'Europe dit mangez moins de viande, faites ci, faites ça, se dire on va importer ces produits-là, il faut reconnaître que pour les agriculteurs, c'est assez incompréhensible. Et les agriculteurs français sont pas seuls. En tant qu'ancienne présidente du COPA, je peux vous dire que j'ai tous mes collègues au téléphone, les Irlandais, les Italiens, les Belges, les Polonais, qui ont fait des vidéos pour dire on soutient la France dans son combat. Mais Christiane Lambert, c'est aussi un débouché. L'Amérique latine, c'est un marché de 250 millions de consommateurs qui peut être un débouché pour les producteurs français aussi. On ne sommes pas que les récipiendaires des produits d'Amérique latine. Les producteurs de lait, les viticulteurs, les producteurs de liquoreux peuvent avoir des débouchés intéressants. Est-ce que ce n'est pas le cas pour la filière charcuterie aussi française? Non, parce qu'il y a très peu d'exportation de charcuterie. Nous exportons 8,7% de ce que nous produisons. Par contre, peut être appelé à augmenter, justement. C'est vrai que pour certains secteurs, nous avons des positions offensives. Nous pourrions exporter. Mais qu'on se comprenne bien, je pense que les Français et les industriels, les agriculteurs ne sont pas opposés aux échanges, dès lors qu'ils se font dans des conditions équitables. Et nous n'avons pas de garantie, justement, sur la preuve que ce qui est produit en Amérique du Sud, dans ces 4 pays-là, correspond aux standards qui sont imposés ici. Et puis, je crois qu'il y a aussi une cristallisation, parce que en ce moment, tout est sujet extrêmement politique et polémique, même à l'Assemblée nationale, on le voit. Toutefois, quand même, je crois que ce qui a changé beaucoup depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine, c'est que les pays mesurent aussi qu'avoir une capacité à produire sa propre alimentation, échanger, oui, mais dans des conditions équitables, c'est important. Et nous n'avons pas, sur le Mercosur, des conditions de garantie équitables. Même les associations de consommateurs, aujourd'hui, disent ces produits-là, tels qu'ils sont produits, nous n'en voulons pas. Le Bureau européen des consommateurs a sorti un communiqué de presse, c'est assez rare, qu'ils viennent en soutien justement aux positions défendues par les agriculteurs européens. Vous disiez tout est politique, il y a des élections du côté des instances agricoles, vous avez donc été à la tête de la FNSEA, aussi des jeunes agriculteurs à l'époque. Aujourd'hui on voit une bagarre entre FNSEA et coordination rurale, c'est de plus en plus violent, virulent entre les syndicats, on n'arrive plus à se parler. La violence n'est pas des deux côtés. On a vu récemment une violence extrême et même une quasi-séquestration, une intimidation du président de la FNSEA, ce qui est totalement condamnable. Jamais dans aucun département, les présidents des autres organisations n'ont été interdits de séjour par les représentants de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs. Je crois que l'agriculture n'échappe pas au mouvement de radicalisation et à la fois dans les actes et dans les expressions qui touchent notre société, ce qui est regrettable. Par contre, ce que l'on voit quand même au fur et à mesure qu'on écoute, c'est qu'il y a d'un côté des propositions, un discours construit, une vision, une volonté de dialoguer avec le législateur, et de l'autre côté, il y a plutôt une attitude de dénonciation, de vindicte, etc. C'est une dérive de la coordination rurale? Ça attise les peurs.
Ça peut faire rêver d'un grand soir, mais qui n'arrivera pas, parce que le lendemain matin sera douloureux. Vous savez, il y avait hier une session chambre d'agriculture dans mon département. Il y a des élus de ce mouvement, de la coordination rurale. Ils n'étaient pas dans la salle en séance en train de travailler, alors que nous présentions les prospectives pour l'élevage pour les 10 prochaines années, dans les secteurs clés, la viande, le lait, les porcs, la volaille. Ils étaient sur les marches en train de faire des photos avec les bonnets jaunes. Donc voilà, il y a d'un côté ceux qui travaillent, de l'autre côté ceux qui piaillent beaucoup. Ils ne sont pas tous pareils, mais ceux qu'on voit le plus, les plus emblématiques en ce moment, franchement, ne sont pas constructifs pour l'agriculture. C'est ce que je regrette. Merci beaucoup, Christiane Lambert, d'être venue Lambert. ce matin, présidente de la FICT, la Fédération des charcutiers et traiteurs.